Avant de commencer, il est conseillé aux spectateurs de faire preuve de retenue, ce qui suit ne sert qu'à des fins éducatives et de divertissement. Il s'agit de la déclaration officielle devant le tribunal, lors du 14e jour du procès fédéral intenté contre Sean Dicos. Selon les publications d'Inner City Press, la salle était encore sous le choc du témoignage de Brad Pitt la veille, lorsque le juge a prononcé un nom retentissant. Tous les regards se sont tournés, un souffle collectif a parcouru l'assistance. Tom Cruise, star mondiale du cinéma, figure emblématique des films d'action et symbole de l'intensité hollywoodienne, a pénétré dans la salle d'audience. Mais ce n'était pas un simple caméo, cette apparition était bien réelle. Cruise est monté à la barre non pas pour promouvoir un film ou défendre son héritage, mais pour affronter un homme qui, selon lui, le harcelait depuis près de 20 ans. Il n'était pas là sous les traits d'Ethan Hunt ni sous ceux de Maverick, il était là en tant que survivant, il allait dévoiler des cérémonies secrètes dans un sous-sol où Sean Combs, Tom Hanks, Jim Carrey, Steve Harvey et d'autres célébrités auraient été impliqués. Les rituels, la manipulation, la raison pour laquelle il s'était tourné vers l'église de Scientologie pour se protéger, tout cela était plus sombre et troublant que quiconque ne l'aurait imaginé. Ce n'était pas qu'un simple témoignage, c'était un véritable dévoilement. La tension dans la salle était palpable, inédite depuis le début du procès. Lorsque le juge a redressé sa toge et s'est penché vers le micro, un murmure discret a couru comme un vent léger à travers la galerie. « Tous debout pour le prochain témoin », a annoncé le shérif. À cet instant, Tom Cruise est apparu, vêtu d'un costume bleu marine sombre, sans cravate ni sourire, la posture raide et le visage impassible. Même ceux qui pensaient avoir tout vu lors de ce procès historique ont senti l'atmosphère se rafraîchir. Une femme au deuxième rang a laissé échapper un léger gémissement, un juré a serré son bloc-notes un peu plus fort. Cruise a levé la main, juré de dire la vérité, puis s'est assis sur le siège du témoin. Quand il a finalement ouvert la bouche, sa voix était calme et assurée, dépourvue de l'énergie charismatique dont le public avait l'habitude lorsqu'il intervenait lors d'interviews ou foulait le tapis rouge. Son ton, brut et direct, a suspendu la salle. « Je suis venu aujourd'hui », a-t-il commencé, non pas pour faire la une des journaux, mais pour dire ce que j'aurais dû dire il y a des années. Il a expliqué que sa relation avec Sean Combs avait débuté de manière tout à fait innocente lors d'une réception à KH en 2004, on me l'a présenté comme une opportunité d'affaires, a-t-il poursuivi. J'admirais la gestion de mon image publique qu'il maîtrisait, et il semblait y avoir beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Ils se sont revus à Los Angeles, puis de nouveau à Miami. Cruise a témoigné que ces rencontres avaient progressivement pris une tournure étrange. Il orientait toujours nos conversations vers des réunions privées, sans rapport avec le travail ni l'art, quelque chose d'autre. Puis est venue la première invitation, un week-end de retraite dans la somptueuse demeure de Combs à Los Angeles. On m'a dit que cette invitation n'était réservée qu'à quelques élus, que j'y serais en sécurité, et que ce qui s'y passerait resterait confiné à cette chambre. Sa voix a ralenti, comme sous l'effet d'un souvenir douloureux, j'ai accepté. C'était le début de quelque chose que, sur le moment, je ne pouvais pas comprendre, mais que je sais aujourd'hui avoir été soigneusement orchestré. Il s'est interrompu et a balayé la salle du regard, croisé pour la première fois le regard de Combs. Ce que j'ai vu dans cette maison, ce dont j'ai été involontairement complice, m'a profondément marqué, désormais, il était temps de révéler la vérité. Le juge a hoché la tête, le procureur s'est penché en avant, les jurés étaient figés. Tom Cruise, la dernière personne qu'on s'imaginait entendre ce jour-là, a pris une longue inspiration, tout a commencé dans le sous-sol, a-t-il déclaré, et tout a débuté par un bain. Son ton est resté impassible en décrivant ce qui s'était déroulé dans l'antre-souterrain de Combs, mais l'atmosphère dans la salle s'en est ressentie. Chaque mot semblait peser plus lourd, même les mains de la sténographe paraissaient ralentir. Ce n'était pas qu'un simple sous-sol, a-t-il expliqué, c'était un lieu à part, soigneusement aménagé. Il a décrit comment on pénétrait à travers une lourde porte en acajou, camouflée derrière une bibliothèque coulissante, 2 gardes du corps se tenaient immobiles de chaque côté, sans émettre un son. On lui avait ordonné d'enlever ses chaussures et de descendre un escalier étroit, éclairé par des appliques murales diffusant une lumière tamisée. Arrivé en bas, a raconté Cruise, on percevait le clapotis de l'eau avant même de la voir. La pièce était d'une froideur inconcevable, revêtue de marbre noir et vert. Au centre trônait une vaste baignoire pouvant accueillir facilement 6 personnes ou plus, chapeautée d'une lumière bleue diffuse, mais ce qui troublait vraiment, ce n'était ni la taille ni la chaleur de l'eau, c'était le silence total. Personne ne parlait, pas même à voix basse, et tous les visages étaient familiers. Il a fait une pause, puis a murmuré, j'y ai vu Tom Hanks, Jim Carrey, Steve Harvey et bien d'autres, dont je préfère taire les noms pour l'instant.
Il a poursuivi, Combs est apparu vêtu d'une robe de chambre en soie, pieds nus, portant dans ses mains un petit bol en céramique rempli de sel de bain. Il s'approchait de chaque invité, leur tendait une serviette noire et murmurait une phrase que je peux encore citer mot pour mot, « Laisse tes fardeaux dans l'eau ». Cruz a cru d'abord qu'il s'agissait d'une simple métaphore, jusqu'à ce qu'il réalise que personne ne quittait la baignoire. Nous étions là, nus, silencieux. Seul résonnait la goutte d'eau, le léger bourdonnement d'enceintes dissimulées diffusant une musique d'ambiance, et parfois le frémissement d'un corps au fond du bain. Chaque participant était invité à fermer les yeux et à laisser l'énergie se réaligner. Cruz a raconté qu'un homme, non reconnu, rôdait lentement autour de la pièce en allumant un encens épais et entêtant, si puissant qu'il lui a provoqué un léger vertige. Le temps semblait suspendu, l'expérience n'était pas explicitement sexuelle, mais elle relevait d'un autre ordre tout entier. Ça ressemblait à une mission, a confié Cruz, à un processus de dépouillement de votre identité. Lorsque le bain s'est achevé, Combs l'a de nouveau approché, « Maintenant, tu fais partie de cette chose », lui a-t-il soufflé, « Maintenant, tu comprends. » Et, dans cet instant suspendu, Tom Cruise a pressenti que quelque chose dans sa vie venait de basculer, et non dans le bon sens. La salle, encore sous le choc de cette description saisissante du bain souterrain, a retenu son souffle lorsque Cruise s'est penché vers le micro pour ajouter quelque chose d'inattendu, « C'est pour cette raison que j'ai rejoint l'église de Scientologie. » La galerie a murmuré, même le juge a arqué un sourcil. Cruz a repris d'une voix assurée, « Le public pense que j'ai adhéré à la Scientologie pour une quête spirituelle ou sous l'influence de l'industrie d'Hollywood. C'est un demi-vérité, la vérité entière, c'est que j'avais besoin de protection. Pas contre les médias ni contre le public, mais contre lui, » a-t-il ajouté en pointant Combs du regard. Après cette nuit-là dans le sous-sol, j'ai compris qu'on me tirait vers quelque chose ou un schéma, un mode de vie, un système que je ne comprenais pas totalement, mais qui semblait conçu pour m'enchaîner. Cruz a raconté que, dès ce premier bain, Combs avait commencé à l'appeler sans cesse, on ne parlait jamais de musique ou d'affaires, seulement de libération émotionnelle ou de réalignement énergétique. Il lançait des phrases du genre, ne cherche pas le faux pouvoir si tu as déjà savouré le vrai, je ne savais pas encore ce que cela signifiait. Il a poursuivi, chaque fois que j'essayais de m'éloigner, des choses étranges se produisaient, des rumeurs infondées surgissaient dans la presse, des assistants personnels démissionnaient sans explication. Je recevais chez moi des colis contenant des objets provenant de ces nuits-là, des huiles parfumées, de petits flacons d'eau de bain et des notes critiques m'invitant à garder le silence. Cruz a renchéri, c'était plus que bizarre, c'était de l'espionnage, c'était du contrôle. En 2005, Cruz raconta qu'il s'était tourné vers un haut responsable de l'église de Scientologie. Je leur ai dit que j'avais besoin d'un mur, déclara-t-il. Il s'arrêta un instant. Personne ne chercha à savoir contre qui. On lui répondit simplement, nous comprenons. La pièce fut soudain plongée dans un silence total lorsque Cruz présenta des documents internes attestant qu'il avait été propulsé aux échelons supérieurs de l'organisation. Il déclara qu'il réclamait une protection totale à travers des audits poussés. Je ne cherchais pas seulement une orientation spirituelle, confia Cruz avec une voix empreinte de sérénité contenue. Je fuyais. La Scientologie m'a offert ce que personne d'autre n'aurait pu m'assurer, un secret absolu, un rempart, et un endroit où Didi ne pouvait pas me joindre. Il marqua une pause, le regard lointain. Je m'étais engagé dans la Scientologie pour échapper à Chongankos. C'est là que tous dans la salle saisirent que ce n'était pas qu'un simple témoignage, c'était une confession. Tom Cruise s'affaissa légèrement sur le pupitre, la tête comme prise dans des souvenirs ensevelis sous des années de silence. La salle retenait son souffle. Puis il reprit, après m'être éloigné de Didi, je pensais que tout était fini. Mais ça ne s'est jamais arrêté. J'ai commencé à recevoir des colis anonymes, toujours discrets, toujours sans expéditeur. Il évoqua alors ces paquets glaçants, à l'intérieur, des serviettes noires brodées du mot cleans, des flacons d'huile de bain diffusant la même odeur que celle du sous-sol. Une fois, une rose solitaire flottait dans une eau trouble, enfermée dans un flacon scellé, sans aucun mot joint. Je n'en ai parlé à personne, admit Cruz. Ni à mon équipe, ni à ma famille. Je les ai tous gardés dans une boîte. Je l'ai toujours. Puis vinrent les appels, toujours masqués, les voix déformées, filtrées, presque robotiques. Il se souvint avec effroi du nom particulier, tu peux porter le masque d'une église, Tom, mais je sais ce qui se cache en dessous. À nouveau, la salle se tendit. Cruz confia qu'il vivait dès lors dans un état de paranoïa constante, je ne savais pas si c'était réel ou le fruit de mon esprit. C'est ainsi que ça fonctionne, Didi ne menace pas directement. Il reste dans ton ombre.
Il raconta un incident en 2008, alors qu'il tournait un film à l'étranger, sa suite d'hôtel était d'une propreté immaculée, à l'exception d'un détail frappant. Dans la salle de bain, une serviette noire pliée reposait sur le bord de la baignoire. Le concierge l'attribua à une erreur. Crowe sut immédiatement que ce n'en était pas une. Il faut que vous compreniez, dit-il au juré, la voix chargée d'un fatalisme glacial, ce n'était pas de l'affection, ni de l'obsession, c'était de la possession. Il voulait me rappeler que j'avais encore une part de lui. La salle demeura muette. Crowe expliqua qu'il lui avait fallu des années pour mesurer l'ampleur de ce conditionnement, j'ai cessé tout rituel lié à l'eau, j'ai arrêté d'utiliser des bougies. J'ai brûlé toutes les robes que je possédais. J'effaçais des pans entiers de ma vie juste pour espérer redevenir libre. Il se tut un instant, puis reprit d'une voix plus basse, mais je n'ai jamais été vraiment libre, parce que je n'avais jamais prononcé tout cela à voix haute. Jusqu'à maintenant. À ces mots, chacun dans la salle comprit que ce que Crowe avait subi n'était pas qu'une simple contrainte, c'était un spectre, une chaîne invisible qu'il portait en silence depuis près de 20 ans. Tom Cruise se pencha un peu en avant, les coudes appuyés sur le pupitre, et son débit se fit plus calculé, je n'étais pas le seul, annonça-t-il, balayant du regard l'assistance, il y avait d'autres, des dizaines, peut-être plus. Il se lança alors dans la description de ce qu'il appelait, le cercle de contrôle de Didi. Ces réunions n'étaient en rien improvisées, tout était planifié, orchestré. Chacun avait un rôle, même s'il n'en avait pas conscience. Crowe détailla les rituels étranges des fêtes dites « rituels » de Didi, à l'arrivée, les invités devaient remettre leur téléphone et montre. Des contrats leur étaient présentés, des documents semblables à des accords de confidentialité, imprimés sur un papier noir épais, signés à l'encre argentée. Selon Crowe, les clauses étaient volontairement floues, presque poétiques, l'une d'elles déclarait « ce qui entre dans l'eau reste en silence ». Chaque réunion se déroulait en 3 temps, purification, péchason, silence, confession. Chacun s'asseyait dans la baignoire, allumait de l'encens et murmurait quelque conte à la vapeur. Didi écoutait, parfois enregistrait, parfois répétait à voix haute, la honte, voilà sa monnaie. Il se souvint d'une nuit en 2006, en entrant dans la salle rituelle, il y trouva un invité déjà présent. C'était un humoriste, l'un des plus célèbres au monde. Il sanglotait, nu, à genoux dans l'eau. Et Didi était là, assis, le regard fixé sur lui. Ces réunions n'étaient ni pour le sexe ni pour le plaisir, dit Crowe, la voix saturée d'horreur contenue, c'était pour l'exposer, pour le dominer. Tous en ressortaient un peu plus vidés qu'en entrant. Il affirma que Didi se servait des confidences recueillies comme d'une arme, des semaines après, il rappelait des personnes pour évoquer leurs aveux, n'oublie pas ce que tu as dit à la vapeur, ou j'ai encore la cassette si tu veux parler, comme un homme. Crowe compara l'organisation à une secte, mais pire encore, personne ne savait qu'il en était membre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il fixa Didi, tu n'offrais pas de lien, tu offrais un contrôle. Tu faisais baigner les gens dans le silence et tu appelais ça une guérison. Le silence pesa dans la salle. Personne ne bougea. Même Didi resta figé, le regard fixe, son expression indéchiffrable. Mais Crowe n'avait pas fini, il inspira profondément, changea légèrement de posture et reprit sur un ton devenu glacial, ces rituels n'étaient plus des réunions, annonça-t-il, ils étaient devenus des assignations. Il expliqua que, quelques mois après avoir tenté de prendre ses distances, Didi chercha à le récupérer en l'invitant à ce qu'il qualifia des « invitations d'honneur ». Crowe l'avait poliment décliné, ce qui s'ensuivit le troubla plus encore que tout ce qu'il avait vécu auparavant. Il reçut une boîte, à l'intérieur, une carte blanche sans texte, simplement une empreinte digitale en cire rouge, et dessous une photo, je dormais, prise depuis l'extérieur de ma fenêtre. À ce moment, un frisson parcourut la salle, un murmure collectif, comme une onde. Le juge tenta de rétablir le calme, mais l'atmosphère était déjà tombée sous la foudre de l'effroi. J'ai compris alors, poursuivit Crowe, que ce n'était plus une amitié brisée, c'était un châtiment, une mise sous cloche. Il m'envoyait le message que je ne pouvais pas échapper. Il révéla qu'il engagea pour la première fois de sa carrière une sécurité privée, déménagement, nouveau numéro, vérification approfondie de tout son entourage. Malgré cela, les rencontres étranges ne cessèrent pas. J'entendais mon nom dans des événements où je n'aurais jamais dû être présent, confia-t-il, je voyais apparaître des visages que je croyais avoir quittés dans ces nuits de baignoire, dans des conférences de presse, des fêtes, même des cérémonies religieuses. Des gens que je n'avais jamais vus dans le milieu, mais qui, d'une manière ou d'une autre, connaissaient toujours mon emploi du temps. Le moment le plus glaçant survint en 2010,
lors d'une fête privée pour la première de Mission Impossible Ghost Protocol, alors qu'il remerciait les invités dans une suite, un serveur l'aborda, lui tendit un verre, et chuchota « Didi te manque ». Cruise dit s'être figé, en se retournant, l'homme avait disparu. Il interrogea le personnel, personne ne le connaissait, il n'était pas dans les effectifs, personne ne l'avait engagé. Il s'était simplement trouvé là. Le harcèlement a continué, affirma Cruise, jusqu'à ce que je parvienne à un accord silencieux, via des intermédiaires, pour garantir la distance. Ils appelèrent ça une trêve, moi je l'appelais un avertissement. Il fixa Didi, tu as créé une culture du silence, et j'ai laissé cela perdurer trop longtemps. Puis il s'affaissa sur son siège, et la salle comprit que Tom Cruise n'avait jamais vraiment quitté l'orbite de Didi, il ne faisait que tourner autour de son traumatisme, en silence, jusqu'à ce moment précis. La voix de Tom Cruise s'éteignit presque en un murmure, forçant tous à pencher un peu plus la tête, à écouter plus intensément. Ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas ce qui m'était arrivé à moi, c'était ce que je voyais se produire chez les autres. Il marqua une dernière pause, les yeux assombris par le souvenir, il y avait des jeunes, talentueux, affamés de succès, et on leur imposait le même scénario, les mêmes rituels, le même sous-sol. Mais, cette fois, personne ne les protégeait comme il m'avait protégé, moi. Il n'avait ni avocat ni soutien puissant, seulement l'espoir. Didi puisait sa force dans cette seule lueur. Didi avait raconté comment elle avait rencontré un jeune acteur prometteur, un garçon qu'elle avait brièvement pris sous son aile lors d'un programme de mentorat dans un studio. Il était brillant, nerveux, et me rappelait moi-même de mes débuts. Cruise expliquait qu'elle l'avait présenté à quelques contacts à Hollywood, qu'elle lui avait prodigué conseils et orientations, mais qu'un jour il avait soudainement disparu. Quelques semaines plus tard, Cruise apprit que l'acteur avait été aperçu dans l'un des retraites de Didi. Lorsqu'elle le recontacta, sa voix avait changé, comme s'il n'était plus vraiment présent. Il se contenta alors de dire « Merci pour tout, Tom, mais je suis bien là où je suis. Je vois désormais mon chemin », jamais plus il ne remonta sur scène. Cruise affirma que ce n'était pas un cas isolé. Cela se reproduisait avec des musiciens, des influenceurs, même des assistants. Un jour ils montaient en puissance, le lendemain ils n'étaient plus que des ombres. Cruise serra les mâchoires. C'est à ce moment qu'elle décida de traquer Rikipa. Elle embaucha un ancien analyste du renseignement pour l'aider à cartographier les connexions, les vols, les listes de soirées, sous couvert d'accords de confidentialité. Chaque événement organisé par Didi suivait un schéma précis, même convive, même disparition. Elle présenta ses relevés comme preuve. Cruise témoigna qu'au début elle avait contacté anonymement 3 grands studios pour les alerter sur ce qu'elle appelait « le réseau du bain ». Ils ne voulaient pas l'entendre. Un dirigeant lui aurait dit « Tu n'es pas la première à dire ça, mais tu es la première à oser le porter devant la justice ». Cruise plongea son regard dans la caméra diffusant son témoignage. « Me qualifier de folle si vous voulez, mais ça s'arrête ici. » Un silence pesant s'installa dans la salle, non pas parce que chacun doutait, mais parce qu'ils comprenaient tous, il ne s'agissait pas d'un simple drame de star, mais d'une révélation, d'un système, d'un rituel, d'un prédateur à découvert. Cruise entrelaça ses mains devant elle, son ton était devenu celui d'une femme qui ne porte plus de secret, mais une mission. Elle raconta cette nuit dont elle n'avait jamais parlé, ni à ses conseillers, ni à son équipe, ni à l'église, tant elle avait honte de sa réaction. Elle décrivit une rencontre privée au début de 2012, dans une villa perchée dans les collines de Mulholland. La liste des invités était extrêmement restreinte, pas plus d'une douzaine de personnes. Selon Cruise, ce n'était pas l'une des fêtes hédonistes habituelles de Didi, c'était autre chose. Elle appela cela « la nuit de la Renaissance ». Nous devions nettoyer le passé et réaffirmer notre engagement envers le code, répéta Cruise, insistant sur ces termes. À ce moment-là, je n'avais assisté à aucun de ces événements depuis des années, persuadé d'être libéré, jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de me ramener. L'invitation arriva en main propre, sous enveloppe blanche sans expéditeur. À l'intérieur, une vieille photo de Tom et Didi datant de 2005, accompagnée d'un mot manuscrit, « Tu me dois encore un dernier bain ». Cruise l'ignora. Pourtant, le soir de la réunion, son chauffeur reçut des instructions, son équipe de sécurité obtint des autorisations qu'elle n'avait jamais demandées. C'était comme si quelqu'un avait bifurqué toutes les couches de protection que j'avais établies. J'arrivai à la villa aux alentours de minuit. L'intérieur baignait dans une lumière bleue, les pièces étaient plongées dans une semi-obscurité étrange. Sur chaque chaise, des peignoirs soigneusement pliés, au centre de la pièce, une immense baignoire, plus grande que tout ce que j'avais vu, formant un cercle évoquant un ancien motif de mosaïque romaine.
On m'y conduisit en silence. Certains convives étaient déjà assis, visages familiers ou inconnus, je refusais de nommer qui que ce soit. Didi apparut enfin, vêtue de blanc, sans un mot, elle lança seulement un enregistrement. Cru expliqua que la bande contenait une compilation de confessions chuchotées lors de nuits antérieures. J'entendis ma propre voix, mes peurs, mes remords, des choses que je n'avais jamais prononcées hors de cette pièce. Un à un, les présents se mirent à pleurer, non pas de douleur, mais parce qu'ils avaient oublié avoir prononcé ces mots. Elle les avait gardés. Quand elle les rejouait, elle nous rappelait que nous n'étions plus propriétaires de nos propres vérités, c'était elle qui les détenait. La baignoire se remplit, l'un après l'autre les invités commencèrent à pénétrer dans l'eau, dans un silence presque religieux. À ce moment, je me levai, je m'en allai, me jurant de ne jamais revenir. Cette nuit-là, je compris que ce n'était pas un rituel innocent, mais un chantage déguisé. Tom Cruise s'assit droit sur le banc des témoins, calme, déterminé, scrutant chaque juré dans un silence si intense qu'on pouvait le couper au couteau. Elle entama ses conclusions d'un ton qui surprit tout le monde, Didi ne collectionne pas des personnes, elle collectionne l'obéissance. Elle décrivit alors un réseau non officiel, sans archives, mais pourtant tangible, composé d'individus disséminés dans toute l'industrie du divertissement, assistants, stylistes, coachs personnels, techniciens de plateau, gens dont on ne soupçonnerait jamais l'importance, des personnes prêtes à apparaître dès qu'on en avait besoin et à disparaître tout aussi vite quand l'ordre était donné. Cru affirma qu'elle observait ce réseau depuis des années, au simple énoncé de son nom, certains se raidissaient, questionnaient leurs actes, changeaient de sujet. Elle confirma que ces sbires n'étaient pas seulement fidèles, ils étaient infiltrés partout, elle avait vu des réalisateurs être écartés de leurs projets pour avoir osé contester sa vision, des artistes se faire discrètement interdire, des contrats être annulés en catimini. Didi n'avait pas besoin de crier ni de menacer, un simple appel lui suffisait pour faire plier les carrières. Cruise évoqua un moment précis, en 2017, sur un tournage, quelqu'un de son équipe, une personne avec qui elle avait déjà collaboré, lui remit un accessoire de scène sur lequel on distinguait encore une écriture effacée. À un trempé du dernier bain, disait l'inscription à l'encre estompée. Toute la salle frissonna. Cruise raconta que ce jour-là, elle avait rompu, elle quitta le plateau, rentra chez elle et ouvrit une unité de stockage qu'elle n'avait pas touchée depuis 10 ans. Là se trouvaient tous les cadeaux, les serviettes, les lettres, chaque objet qu'elle avait reçu de la part de Didi. Elle les brûla tous, sauf une chose, le contrat original du premier rituel du bain, signé par elle, par Didi, et par un troisième témoin dont le nom était barré. Elle présenta ce document comme preuve. La salle demeura muette tandis que le contrat était projeté, révélant des signatures à l'encre argentée et une clause intitulée « Confidentialité cérémonielle ». Ce n'était pas qu'une formalité juridique, déclara Cruise, c'était un pacte spirituel, symbolique et terrifiant. Elle se tourna de nouveau vers les jurés, ce n'est pas par vengeance. Je ne suis pas là pour sauver ma carrière. Je suis là parce que le silence n'est plus un moyen de survie, il est une capitulation. Et j'ai choisi de ne plus capituler. Le juge déclara une pause, mais personne ne bougea. En cette 14e journée du procès contre Didi, Tom Cruise venait de déclencher une bombe de vérité dont Hollywood parlerait durant des décennies.